Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce jeudi 15 octobre au Bénin. L'ancien président Mathieu Kérékou est décédé hier mercredi à l'âge de 82 ans. C'est son successeur, le président Thomas Boni-Yayi, qui en a fait l'annonce. Le général Mathieu Kérékou avait dirigé le Bénin pendant 30 ans et il était l'un des hommes politiques qui avait le plus marqué le Dahomey, cette ancienne colonie française devenue depuis le Bénin. Monsieur Kérékou avait d'abord pris le pouvoir en 1972 par un coup d'État, après une période d'instabilité politique depuis l'indépendance en 1960. Il installait alors un régime marxiste-léniniste, proclamait la République populaire du Bénin en 1975 et imposait la chemise à col Mao, avant finalement de renoncer à l'idéologie marxiste en 1989. Le reste de son temps au pouvoir, M. Kérékou avait été élu démocratiquement. Après avoir atteint la limite d'âge imposée par la Constitution béninoise, il avait fini par quitter le pouvoir en 2006 à l'âge de 72 ans. En hommage à Mathieu Kérékou, surnommé le Caméléon, un deuil national d'une semaine a été décrété hier par le gouvernement béninois et tous les drapeaux du pays sont mis en berne. Depuis le premier tour de l'élection présidentielle en Guinée dimanche, les opposants au président Alpha Condé ne cessent de manifester leur désaccord avec ce scrutin que certains aimeraient carrément voir annulé. Nouvel épisode en date hier avec la démission du principal parti d'opposition guinéen, l'UFDG. C'est le porte-parole du parti de Cellou Dalein Diallo qui a annoncé le retrait du parti. Écoutez les raisons invoquées. Compte tenu du refus du gouvernement et de la CENI de se conformer à un minimum de règles démocratiques, et en raison du mépris affiché par ces autorités vis-à-vis des suffrages exprimés par les électeurs, l'UFDG décide de mettre un terme définitif à sa participation au processus électoral actuel. Elle appelle ses représentants dans toutes les structures s'y rapportant, en particulier les commissions administratives de centralisation des votes CACV, à y cesser toute activité et à se retirer totalement de ces organes qui se sont écartés de leur vocation à concourir à l'organisation d'un scrutin crédible, équitable, transparent et apaisé. L'UFDG confirme son rejet des résultats du simulacre d'élection organisé le 11 octobre 2015 et réitère sa détermination à user de tous les moyens légaux, y compris les manifestations pacifiques autorisées par notre Constitution en son article 10, pour protester contre le déni de démocratie et de justice dont se rendent coupables les autorités actuelles. L'UFDG invite le peuple de Guinée à rester mobilisé pour la défense de ses acquis démocratiques et appelle au soutien de la communauté internationale pour contribuer à faire de notre pays un État réellement démocratique et respectueux des droits de l'homme. Et à noter que selon la déclaration faite hier par la commission électorale guinéenne, les résultats nationaux du premier tour de l'élection de dimanche ne devraient pas être connus avant la fin de la semaine au plus tôt. Les tout premiers résultats partiels devaient toutefois être publiés dans la soirée de mercredi. Par ailleurs, la commission a annoncé un taux de participation d'environ 75%. Au sud du continent, on compte pour le moment 2 morts et 23 blessés suite à l'effondrement d'un pont dans la ville sud-africaine de Johannesburg. L'échafaudage de cet édifice en construction s'est écroulé hier à Sandton, le quartier financier de Johannesburg. En pleine heure de pointe l'après-midi, le pont est tout simplement tombé sur des voitures qui passaient sur la route située en contrebas, bloquant ainsi la circulation. Avant la nuit, les services de secours tentaient encore par tous les moyens de libérer les victimes, toujours coincées dans leur véhicule. Certains blessés ont dû être transportés par hélicoptère vers l'hôpital le plus proche. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de cet accident. Et le porte-parole des secours de Johannesburg donnait le bilan provisoire hier en fin d'après-midi. Depuis, il s'est probablement alourdi, mais écoutez quand même ces détails. Nous pouvons seulement dire que 3 personnes sont coincées. C'est la seule information que nous pouvons donner. Et qu'en tout, il y a eu 21 personnes qui ont reçu des soins médicaux et 2 autres qui ont perdu la vie. C'est tout ce que nous savons pour le moment. Restons en Afrique du Sud avec cette décision prise par le président Jacob Zuma de suspendre la chef de la police du pays. Ria Fiyega a été démise de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre dans le cadre du massacre des mineurs par la police il y a plus de 3 ans maintenant à Marikana. Pour le chef de l'État sud-africain, il s'agit d'attendre les conclusions d'une enquête sur la capacité de Ria Fiyega à occuper son poste, comme recommandé par la commission indépendante chargée de l'investigation ou encore demandé par Amnesty International. Pour rappel, 34 mineurs avaient été abattus
abattu par la police le 16 août 2012 sur le site de la mine de platine située près de Rustenburg, la pire fusillade policière depuis la fin de l'apartheid en 1994. Aucune poursuite n'a été engagée à ce jour et les familles des victimes se battent toujours pour obtenir des dommages et intérêts. Justice en Afrique du Sud également avec l'annonce hier mercredi de la demande de libération anticipée du sportif paralympique Oscar Pistorius, une demande de nouveau à l'étude. Rappelons que le champion sud-africain a été condamné à 5 ans de prison pour avoir tué sa compagne, Riva Steenkamp. C'était lors de la nuit de la Saint-Valentin en 2013. Oscar Pistorius pourrait savoir ce jeudi s'il est libéré ou non suite à une nouvelle réunion de la commission des libérations anticipées. En Afrique centrale, la lutte contre Boko Haram s'organise. Hier, depuis Washington, le président américain Barack Obama a annoncé le déploiement de 300 militaires de son pays au Cameroun. Dans le cadre de la lutte contre le groupe islamiste armé nigérian en Afrique de l'Ouest, ces forces américaines se consacreront à des opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aérienne. Attention, même si ces soldats seront armés pour assurer leur protection ou encore permettre le bon déroulement de leurs opérations, ils ne seront pas sur place dans un rôle de combat, comme l'a bien précisé le porte-parole de l'exécutif américain. Toujours au Cameroun, la pénurie de gaz domestique s'est installée depuis plusieurs semaines et il devient difficile pour les populations d'entrer en possession de ce produit. Une situation qui oblige de nombreuses familles à recourir au feu de bois, comme nous pouvons le constater dans ce reportage de Joël Avébé et de Clotaire Caqueux. Plus d'une semaine déjà que Marie cuisine au feu de bois. Et c'est loin d'être par complaisance. Le manque de gaz m'a envoyé au feu de bois. Et non seulement ça coûte cher, tu achètes le bois, tu achètes le pétrole pour pouvoir faire le feu de bois. Dans la ville de Yaoundé, obtenir une bouteille ou encore une recharge de gaz domestique tient d'un véritable exploit. La pénurie se ressent beaucoup plus au niveau des marques leaders. Depuis plusieurs semaines, cette perturbation s'observe dans les points de vente et cause de nombreux désagréments dans les ménages. Il faut que j'achète le bois tous les jours, il faut que j'achète le pétrole tout le temps. Il faut même aussi les éponges métalliques pour ça. À l'approche de chaque fête de fin d'année, les consommateurs de gaz domestique font face à des pénuries plus ou moins justifiées de ce produit. À défaut de s'aligner des journées entières devant des dépôts de gaz, ces derniers déboursent souvent jusqu'à 10 000 francs CFA au lieu de 6 500 francs, le prix officiel, pour se procurer la bouteille de gaz de 12 kg auprès des vendeurs au noir. Une gymnastique au-dessus des moyens de Marie. À partir du mois d'octobre, novembre, décembre jusqu'en janvier, le gaz devient rare. Et non seulement c'est rare, quand vous trouvez même, puisque dans les dépôts, il n'y en a pas, mais dans les petites boutiques, il y a, et ça revient à 10 000 pour les 6 500. Et une personne comme moi, je ne peux pas. Selon les revendeurs, seuls les distributeurs sont responsables de l'absence de leur marque sur le marché. Et lorsqu'ils sont abordés sur la question des bouteilles de gaz à moitié pleines, ils se défendent. Nous n'avons pas STM, mais tous les restes de gaz, nous on a. S'ils ne nous livrent pas, nous on ne peut pas aller forcer pour prendre. Nous on vend notre gaz avec le prix affiché. Pour lesquels ne connaissent pas le poids du gaz. Puisque tous les camionneurs maintenant se disent que quand ils portent le gaz comme ça, ils connaissent le poids. Alors que même les bouteilles vides, il y a d'autres bouteilles vides qui paient le prix que les autres. Aucune explication sur cet état de choses n'a été fournie au ministère du Commerce, où l'on affirme que c'est un problème interne aux sociétés de distribution. Au chapitre de la santé, cela fait 4 semaines depuis hier qu'aucun nouveau cas du virus Ebola n'a été recensé en Sierra Leone. Les autorités du pays qui s'en sont félicitées espèrent désormais que la Sierra Leone sera totalement débarrassée de cette épidémie au mois de novembre prochain. Selon les règles de l'Organisation mondiale de la santé, un pays est déclaré libéré du virus 42 jours après le dernier cas connu, soit 2 fois la durée maximum d'incubation. Rappelons que plus de 11 300 personnes sont mortes en Afrique de l'Ouest depuis le début de l'épidémie d'Ebola en décembre 2013. Plus de 28 000 cas ont été recensés par l'OMS, à 99% concentrés entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. À noter également cette découverte publiée hier dans la revue médicale américaine New England Journal of Medicine. Le virus Ebola pourrait persister dans le sperme de certains anciens malades et ce au moins 9 mois. C'est plus longtemps que ne le pensaient encore récemment les virologues.
Terminons ce flash information au Nigeria. Le pays de feu Fela Kuti célébrait hier soir le 77e anniversaire qu'aurait eu l'icône de la musique nigériane ce 15 octobre. Felabration, c'est le nom de ce festival, une contraction de Fela et de Celebration. Hier à Lagos, des concerts ont été donnés dans l'ancien club du créateur de l'Afrobeat. Alors que la légende musicale de Fela Kuti était célébrée par les habitants de Lagos, eh bien d'autres festivités ont également été organisées un peu partout dans le monde par les enfants de Fela. C'était notamment le cas au festival de jazz de Tourcoing en France, où Seun Kuti a mis en exergue le militantisme de son père. Et du côté du Nigeria, je vous propose d'écouter ce que représente la Felabration selon son autre fils, Femi Kuti, musicien également. Felabration, c'est la commémoration de la vie et des moments de Fela Anikulapo Kuti. Et ainsi, nous célébrons cette vie et ces moments avec de la musique, des super concerts de musiciens et tout ça. On essaie de rendre cela un peu intellectuel. Nous avons un débat avec des lycéens et on retrouve un thème à débattre. Sûrement la pauvreté, la corruption ou encore les effets du pétrole sur le Nigeria. Je suis sûr que l'histoire de mon père n'est pas le genre d'histoire que le gouvernement voudrait raconter dans les écoles. Parce que le gouvernement n'est pas un gouvernement libéral où on enseigne la véritable histoire comme celle de mon père. Donc, si enseigner et rechercher son histoire, son nom et ses combats n'est plus pertinent pour chaque génération, au bout d'un moment, il sera oublié. Il est très important de maintenir son héritage pour nous. Et quant aux spectateurs qui étaient réunis hier pour célébrer la légende de Fela Kuti, la fête allait au-delà d'un simple génie musical du Nigérian. Elle rappelait aussi l'activisme de Fela. Écoutez. L'héritage de Fela est très important. Et c'est aujourd'hui une organisation de défense des droits de l'homme. Fela était un militant pour les droits de l'homme, parlait pour les gens et disait la vérité. Et c'est pour ça que nous sommes ici pour lui, pour le soutenir de tout notre possible. Fela, pour nous, c'est un prophète. Certains d'entre nous lui rendent hommage parce qu'il dénonçait à l'époque, et toujours d'actualité, la corruption. Le pays est dans un mauvais état. Il y a la crise. Il a dit ces choses à l'époque et nous les subissons toujours. Nous qui venons ici, on sait pourquoi. Quand on écoute sa musique, on peut s'identifier parce qu'on est en 2015, mais les choses dont il parlait dans les années 90 sont toujours pertinentes aujourd'hui. Voilà, c'est sur ces images que nous mettons fin à ce Vox Flash du jeudi 15 octobre. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.